Hello tout le monde, c'est Murugen. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la revue du tarot onirique de Janet Piedilato qui est sorti, qui va sortir au mois d'avril aux éditions Médicis. Donc c'est un tarot qui va allier en fait les imageries qu'on pourrait avoir en rêve, sur lequel en fait l'auteur a travaillé. Donc on nous dit en quatrième de boîte, vous voyez qu'on a une boîte qui est très grande et par rapport à mes mains. Ce tarot extraordinaire est issu des royaumes mystiques du rêve et de la vision, d'où son imagerie totalement nouvelle. Directement tiré de l'expérience onirique de l'auteur, il regorge de possibilités pour expliquer le caché et révéler de nouvelles voies de compréhension. Chaque carte apporte un éclairage lumineux conçu pour réveiller ce qui est essentiel lorsqu'on veut avancer dans la vie sur le chemin de la découverte de soi-même. Ces cartes magnifiques et le guide qui les accompagne vous invitent à découvrir la sagesse et la vérité derrière la réalité éveillée et à tirer parti du pouvoir de l'inconscient, une porte ouverte sur votre psyché pour affronter les défis de la vie et atteindre vos objectifs. Donc on a un guide de 160 pages et 78 cartes de tarot, avec un prix qui sera de 26 €. Voilà. Donc vous le trouverez chez votre libraire habituel, sur les plateformes de commande, style Fnac, Amazon, Cultura, peu importe. Vous le trouverez voilà, dès sa sortie au mois d'avril, facilement. Donc voilà, je remercie Isabelle en attendant que j'ouvre le coffret de m'avoir fait découvrir ce jeu. Donc on va mettre les cartes là de côté et on va s'intéresser au guidebook. Donc vous voyez qu'on a quand même un format livre, hein. On l'a en noir et blanc quand on feuillette comme ça et on voit que il est quand même bien rempli. Alors on va avoir une structure. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, voici un jeu de tarot comme vous n'en avez jamais vu. Il aura fallu des années de travail pour que ces représentations de thèmes archétypaux, je vais y arriver, émergent du monde imaginal. Le docteur Janet Piedilato leur a conféré une forme picturale, tâche dont la préparation a demandé des décennies d'immersion dans les rêves, le chamanisme, la mythologie, ainsi que les sciences sociales et biologiques. Chaque image mérite que vous y attardiez, que vous l'étudiez et que vous l'appliquiez à votre vie antérieure et à votre vie extérieure. Intérieure, pardon, pas antérieure. Mon Dieu. Dr Stanley Kipner, pionnier international en matière de rêve, co-auteur du Personal Mythology, Extraordinary Dreams and How to Work with Them, and Dreamtime and Dreamwork, Decoding the Language of the Night. Alors, on va avoir un sommaire avec une introduction qui va nous parler des rêves. Puis ensuite, on va avoir les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et comment utiliser le jeu. Vous allez voir que on nous donne aussi des pistes de lecture pour approfondir et que les arcanes majeurs ont été renommés. Dans l'introduction, on va avoir tout le processus de l'auteur, pourquoi les rêves ont eu cette importance, pourquoi il s'est penché là-dessus, sur quoi il a travaillé, qu'est-ce qui s'est basé. Donc là, on voit sur la synchronicité, on a un petit passage en fait de Jung. Et Jung a écrit c'est un psychothérapeute si je ne dis pas de bêtises, et a écrit des livres associant la psychothérapie et le tarot, dont un que j'ai lu qui était fort intéressant. Donc on va avoir voilà, des images. Là on nous dit les images de rêves présentées sur les lames sont ouvertes et riches en possibilités d'interprétation. En passant du temps avec les cartes, en les laissant parler, on réussit à mieux les comprendre, etc. Donc on nous dit il va falloir chercher les symboles des cartes, chercher ce qu'ils font ressortir en nous. Donc apprendre à connaître les cartes. Les cartes sont nos amis et nos alliés. Donc on parle un petit peu des cartes et nous on va regarder les arcanes majeurs. Et on va voir dans le tarot onirique, celui qu'on a là, le nom qui a été donné aux arcanes et le nom qui est donné dans le tarot traditionnel. Donc le fou, c'est l'innocent, le maître des secrets, on a le magicien, la prêtresse des rêves, la grande prêtresse, la porteuse de rêves, l'impératrice,
Le protecteur des rêves, l'empereur. Le hiérophant garde son nom, les amoureux aussi. Le chariot devient le chariot lunaire. La justice porte le nom de la déesse Mat, déesse égyptienne de la justice. Pardon. Le professeur de sagesse, l'ermite. L'ouroboros, la roue de fortune. Sophia, la force. Alors que Sophia veut dire sagesse, normalement, hein, pas force. Le pendu, le renard avisé pour la mort, la tempérance garde son nom, le sorcier devient le diable. Alors, allier sorcellerie et diable, c'est faire un raccourci classique, on va dire. C'est comme quand on dit, les Français ont tous une baguette et un béret, quoi. Enfin, voilà. Moi, ça me dérange un petit peu. La tour divine, la tour, on l'appelle aussi la maison Dieu. Donc là, on reste un petit peu dans la même idée. L'ange des rêves pour l'étoile. La lune, le soleil, le jugement garderont le même nom. Et Serpentia, sol pour le monde. Donc les cartes. L'explication des cartes, on va avoir donc le nom donné dans le tarot onirique. Et puis le nom classique qu'on a dans les tarots. La représentation en noir et blanc de la carte, et on va avoir une explication sur la représentation. Donc là, par exemple, je l'ai là devant, donc on va la regarder en même temps. Donc voilà la carte du fou. Voilà, je vous laisse voir. Et donc on nous dit, représente la toute-puissance du potentiel, l'orbe de lumière qui brille à l'intérieur du domaine de la création, sur le monde extérieur de la destruction. Un équilibre sur l'ancien symbole égyptien de la stabilité, le pilier Djet d'Osiris, ici. Voilà. Dieu de la mort et de la résurrection, l'orbe englobe toutes les possibilités, la vie et la mort. C'est ce qui maintient l'harmonie et la stabilité de la vie, sachant que toute création est mesurée en parts égales de compromis, de vie et de mort. La création exige la destruction des cycles de l'être en constante évolution. La terre doit abandonner son argile pour former le pot. Le ciel doit laisser couler ses larmes pour que coulent les rivières, ainsi de suite. Donc on nous dit, l'orbe est une énergie pure qui ne demande qu'à agir, c'est l'innocence. C'est l'envie enthousiaste de découvrir, de révéler, d'explorer. Rien ne paraît impossible lorsque les yeux perçoivent la création pour la première fois. Donc on ne va pas tout lire, mais là c'est bien d'expliquer les symboliques qui ont été mises dans l'image. Mais c'est agréable aussi d'avoir une vision, savoir comment c'est écrit, etc. Et pas tout simplement une description des cartes. Mais voilà, dans un tirage pour aider, par exemple ceux qui commencent, vont avoir quand même des idées. Donc là, vous n'avez pas de mots-clés par carte pour vos tirages. Vous avez juste quand il apparaît dans un tirage, comment on peut l'avoir. Et puis on a aussi des significations à l'envers dans un petit paragraphe ici. Donc voilà. Donc on va avoir ça pour toutes les cartes. On va passer les arcanes majeurs. Donc il y a pas mal à découvrir, hein. Vous voyez, c'est assez riche. Le guidebook est très intéressant du coup à lire, à voir les symboles qui ont été faits, etc. Je l'ai lu un petit peu de la même façon que j'ai étudié et que j'ai regardé le tarot de Thoth, hein, de Crowley, où en fait je n'ai pris qu'un petit tarot juste pour avoir les illustrations et travailler le livre, faire des annotations, faire toute cette réflexion. Sur le tarot de Thoth, c'est très poussé quand même, un peu plus ici. Donc les arcanes mineurs vont être expliqués ici. Donc là, on va avoir le roi, la reine, le cavalier, le page, le valet qu'on a nous d'habitude, vont être remplacés par le seigneur, la dame, l'esprit, la rêveuse. Et donc voilà, on va nous parler ensuite des suites. Donc la suite de bâton, sur quoi porte la suite de bâton. Donc c'est bien, hein, je veux dire, si vous avez craqué sur ce tarot et que vous êtes novice, vous pouvez arriver à faire de beaux tirages quand même, bien travaillés, etc. Puisqu'on a quand même un guidebook qui est fourni. Et on va avoir pour toutes les cartes aussi une petite explication. Puis quand on va le retrouver dans un tirage, on aura la plupart du temps, pour à l'envers par exemple, des mots-clés qui apparaissent
c'est souvent le cas. On passe souvent rapidement sur les mineurs par rapport aux majeurs. On leur accorde moins d'études, moins de temps. Dans les guidebooks, ce qui est dommage parce qu'elles sont aussi riches en savoir, en messages qui nous sont apportés. Ensuite, donc la troisième partie va être comment utiliser ce jeu de tarot. Donc voilà, ça va, on va l'utiliser en fait réellement comme un jeu normal et on va vous proposer des tirages. Le tirage du rêve éveillé avec la préoccupation du moment, ce qui influe sur la progression, ce qui va influer aujourd'hui et puis le résultat possible. Et on a des exemples d'interprétation. Donc ça c'est bien aussi pour les novices, ça peut aider à comprendre. Ensuite, le tirage du cycle de vie vu par les rêves. Le tirage du rêve des trésors cachés. Voilà. Le tirage de la sagesse des rêves. Avec des arcanes mineurs d'un côté et des arcanes majeurs de l'autre. C'est intéressant d'avoir des systèmes de tirage comme ça différents. Et ensuite, voilà, le portail d'incubation des rêves, lecture. Et donc, en fait, on vous dit, quand vous prenez la carte, donc c'est pour les arcanes majeurs, avant de dormir ou se plonger dans un état méditatif, de lire ça et pour pouvoir travailler en fait avec la carte. Donc on va avoir ça pour les arcanes majeurs. On aura quelques pages dispo pour noter sur les lectures et pour aller plus loin. Donc là c'est bien parce qu'on a des ouvrages en français. La Bible du tarot de Sarah Bartlett, Guide étalier des lames et des étalements. La pratique du tarot, symbolisme, tirage et interprétation de Bayard. Le dictionnaire des symboles. Le temple du tarot. Ah, pardon. Je filme avec mon télé. Donc, bien sûr, on a le Jodorowsky avec Marème Costa sur la voie du tarot. Donc, et puis, on a Jung, voilà. On a pas mal de choses de Jung sur les symboles, les racines de la conscience, la synchronicité, c'est très intéressant. Et bien sûr, on a le merveilleux bouquin d'histoire du tarot d'Isabelle Nadolny, pardon. Isabelle, j'ai écorché ton nom. Il est superbe, c'est vraiment un jeu à avoir. Sur l'histoire du tarot, c'est très fourni, c'est très imagé, voilà, c'est un travail magnifique qu'elle a fait, qui a un grand succès et qui est traduit dans plusieurs langues désormais. Et franchement, elle le mérite parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc pour les cartes, elles se présentent comme ça elles sont tenues hein, quand il est neuf, dans le coffret. Et donc vous l'avez, elles sont juste en deux parties, juste par... hop là, on va faire un que j'ai mis dans l'ordre et je ne voudrais pas les séparer à nouveau. Donc on a, vous voyez qu'il est du coup assez grand, voilà, c'est parce que les cartes sont une sorte de plastifiées, bonne qualité, voilà. Vous voyez qu'elles sont quand même assez épaisses. C'est plutôt pas mal. On a un fond qui est pas tout à fait gris. Il est gris, mais en fait, le côté brillant lui donne un côté argenté un petit peu. Même s'il n'est pas argenté comme parfois on peut avoir les côtes. Hein. Et blanc. Et on voit qu'on peut regarder... Ah, pardon, j'ai l'éclairage qui me gêne. Dans n'importe quel sens. Donc, on va séparer. Donc là, vous voyez qu'on a quand même pas mal de couleurs. Voilà. Et on va regarder les cartes maintenant. Donc, le fou, l'innocent. Le maître des secrets. Donc, on garde quand même certains éléments qu'on trouve, certaines positions de personnages, même si c'est modifié. La prêtresse des rêves, elle, est quand même changée par rapport à la version classique, le Rider ou le Marseille. Mais elle a toujours son livre.
La porteuse de rêve, alors là, du coup, on est sur l'impératrice, donc on retrouve l'enfant, on retrouve un ventre arrondi, elle pose la main sur son ventre, souvent on représente l'impératrice comme une femme enceinte, avec son livre, elle a quand même des fruits, donc voilà, on est dans une représentation qui n'est pas exactement la même. Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de bloquer le son. J'espère que j'ai pu, parce que je filme avec mon portable et j'oublie d'enlever le son. Le protecteur des rêves pour l'empereur. Le hiérophante garde le même. Vous voyez les symboles qu'on a à part. Les amoureux sont les mêmes, mais là aussi on n'a pas cette idée de choix ou autre qui se présente dessus. Hein. On est plutôt dans les amoureux dans leur intimité. Le chariot lunaire. Maat. Le professeur de sagesse pour l'ermite, je la trouve très jolie. L'ermite n'est pas tout seul. On a gardé une sorte de lanterne ici. Mais il est toujours en fait avec cet enfant. On va le retrouver un petit peu dans certaines cartes. Et je la trouve très très jolie celle-là. L'Ouroboros, que j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup les Ouroboros. Et leur symbolisme. La force hein, qui va être en fait... on a quand même un symbolisme assez qui nous rapporte à la Genèse, puisque on a l'impression d'avoir Ève avec ce serpent en fait, etc. Et qui gagnera par rapport au serpent en fait, à la tentation. Donc la force appelle la sagesse, fait Sophia. Le pendu. Le renard avisé pour la mort. La tempérance. Le sorcier pour le diable, un peu particulier. Je l'aurais pas appelé comme ça. La tour divine qui est avec ce crâne en fait, et la tour qui sort. Et cet univers qui est à l'intérieur. L'ange des rêves. La lune. Le soleil. Le jugement. Et Serpentiasol, mais je n'ai... Ah non, la tempérance. J'avais l'impression que je l'avais zappé. Voilà pour les arcanes majeures. On va faire un flip pour les mineurs aussi. On commence par... Pardon, je vous ai fait gigoter. Voilà. Par la suite de bâton. L'as de bâton dans une fleur de lotus. Avec cette colombe. Très très jolie aussi. Hein. Très très jolie. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Et on n'est pas du tout dans notre représentation classique ou nos symboles classiques qu'on va retrouver avec notre Rider-Waite. Hein. Il faut se pencher sur les représentations des cartes, lire le guidebook, s'imprégner en fait de ce jeu pour pouvoir en fait se donner plus de liberté ensuite dans l'utilisation. De bâton, le seigneur de bâton avec l'Organesha, avec le serpent, l'as de coupe, voilà, on n'est pas mais voilà, dans des symbolismes particuliers, pas classiques quoi. Il faut vraiment s'y pencher pour s'imprégner du jeu, comme je disais, parce que ça chamboule un petit peu nos habitudes en fait quand on est face à ce tarot. On passe aux épées. Et le 3 d'épée. Il n'est pas comme on s'y attend. Voilà. Les symboliques, etc.
Après, elles sont très belles. Hein. Alors ça me perturbe parce qu'en fait, il me fait penser à Georges de Bully Bush. Ça me perturbe un peu. Mignonne celle-là avec le petit chat et la grenouille. On a vraiment plusieurs symboles. Il y a vraiment beaucoup d'études à faire hein, pour chaque carte. Hein. Ce qui a été mis... Voilà, c'est pour ça que le guidebook aide beaucoup pour ce jeu, pour arriver à le comprendre. Et voilà, moi ce que je conseille, c'est si vous voulez travailler ce jeu, c'est de pouvoir prendre des notes aussi de l'étude de chaque carte. Quand vous allez voir avec le guidebook, voir les cartes, ce qu'elles vous font ressentir, ce que vous comprenez, etc. Donc c'est un jeu quand même pour pouvoir travailler avec son moi intérieur. Et donc ouais, je vous conseille quand vous faites l'étude de faire réellement avec un petit cahier à côté, avec vos notes, etc. Ça vous permettra ensuite de faciliter l'utilisation en fait du jeu. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce jeu qui est bien particulier, qui est original, dont on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui demande un petit travail avant, etc. pour arriver à comprendre, mais du coup qui est très riche et qui peut faire développer pas mal de choses. Donc voilà, j'étais ravie de vous retrouver dans cette revue et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.